Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Only Finance, un podcast où on parle de finance, on fait intervenir des spécialistes sur différents sujets qui touchent de près ou de loin à l'argent, les finances, la stratégie, différentes stratégies en fait, ou la fiscalité et bien plus encore. Donc, je suis Caroline Charret, je suis votre animatrice professionnelle dans le domaine depuis près de 12 ans et propriétaire de mon propre cabinet de services financiers depuis 2020. Donc aujourd'hui, on va explorer un incontournable, en fait, selon moi, du monde de l'investissement, qui sont les investissements responsables, des fonds d'antan éthiques ou placements, investissements verts. C'est sensiblement là, tous dans la même famille, avec la montée des préoccupations, en fait, environnementales et sociales. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui souhaitent investir dans des investissements qui vont justement refléter ces valeurs-là. Donc, pour en discuter, en fait, j'ai invité Momaz, qui est vice-président des ventes chez NEI et spécialiste des stratégies éthiques au niveau des fonds. Je vais le laisser, bien entendu, se présenter en début d'épisode. Au programme aujourd'hui, on va explorer vraiment c'est quoi ça signifie les placements éthiques, là, en quoi ça consiste. Est-ce que c'est juste pas investir dans le pétrole ou des choses comme ça? Pourquoi c'est un choix judicieux dans nos portefeuilles? On ne parlera pas de produits spécifiques dans le sens qu'on nommera pas de fonds parce qu'on ne peut pas donner de conseils financiers dans un podcast, mais on va pouvoir quand même vous donner pas mal d'informations là, sur le sujet. Donc, que vous soyez novice ou expérimenté, je suis certaine que ce podcast-là va vous intéresser ou va vous en apprendre davantage. Et enfin, comme toujours, nous sommes à la recherche de commanditaires, en fait, pour le podcast. Donc, si le milieu des finances est quelque chose qui vous interpelle puis vous voulez en profiter pour, en fait, faire promouvoir votre entreprise là, à travers nos épisodes, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Donc, sans plus tarder, on va commencer l'épisode et on va pouvoir faire entrer notre invité. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Salut Mo, merci d'avoir accepté l'invitation pour aujourd'hui pour venir enregistrer sur le podcast d'Only Finance. Est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour te présenter, dans le fond, ton rôle, d'où tu viens, pourquoi on se connaît, etc., etc.? Tout d'abord, merci beaucoup, Caroline, pour l'invitation. Très apprécié. Et c'est vrai que c'est un sujet d'actualité dans lequel beaucoup de monde se pose des questions. Il y a pas mal d'interrogations, que ce soit à travers ce qu'ils voient dans la presse, soit à travers parfois des soupçons, des co-blanchiments autres. Les gens, ils veulent avoir de l'information. Juste, moi, de mon bord, pour parler brièvement de mon expérience, moi, je suis dans les services financiers depuis 22 ans. J'ai une maîtrise dans l'administration d'affaires, j'ai mon titre d'analyse financière agréé. J'ai également une certification en investissement responsable de l'Association de l'investissement responsable du Canada. Et je travaille avec un leader canadien en termes d'investissement responsable, placement NEI, comme vous l'avez mentionné. Et on est là pour répondre à toutes vos questions et aux questions de vous abonner dans votre podcast et à vos clients également. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Allez-y. Bon, ben merci beaucoup. On pourrait peut-être justement commencer avec la base. C'est quoi exactement les investissements responsables? Parce que, tu sais, en tout cas, quand j'ai commencé dans le domaine, puis j'ai commencé à m'informer quand même assez rapidement, je pense que NEI, c'était une des premières compagnies, de ce que j'avais compris, là, qui avait commencé à en faire. Maintenant, il y a plusieurs compagnies là, qui en font, bien évidemment. Mais j'avais l'impression, dans mon début de carrière, que c'était c'est des gens qui ne veulent pas investir dans le pétrole ou dans les armes à feu. Là, je pense que ça fait 2-3 ans, là, j'ai fait mon cours avec ARIA là, pour avoir justement le spécialiste, le titre de spécialiste là, en investissement responsable. Puis c'est là que j'ai vraiment encore plus appris au niveau de tout ce que ça engendre comme impact là, au niveau des investissements. Fait que, tu sais, je pourrais peut-être parler un petit peu, là, c'est quoi la base pour savoir là, qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là. Puis après, on pourra rentrer dans les sujets plus environnementaux, sociaux, etc. Puis, qu'est-ce qui est passif ou actif là, au niveau des investissements. Parfait. Donc, par rapport à l'investissement responsable, des gens, ils pensent que c'est
un effet de mode, c'est quelque chose qui est assez récent. Les gens se rappellent davantage de Greta Thunberg qui est venue à Montréal dans les années 2018-2019. Mais il faut savoir que l'investissement responsable, au départ, il s'appelait l'investissement éthique. Ça date des années 80 quand même. C'est à l'époque où l'association des églises qui a milité à l'époque pour arrêter le financement de l'apartheid en Afrique du Sud. Et c'est ça ce qui a ramené à l'époque la première banque canadienne, la Banque royale du Canada, à arrêter les financements de toutes les compagnies liées à l'apartheid. Et par la suite, ça a amené les autres banques, donc TD a suivi et tout. Et c'est ce qui a fait que l'apartheid a été aboli en Afrique du Sud très rapidement. Donc on voit qu'il y a une volonté de faire un changement. Et quand les gens, parfois, ils associent l'investissement responsable à l'environnement. Ce n'est pas uniquement l'environnement. Exact. Et il y a l'aspect, ce qu'on appelle ESG. Donc, il faut avoir un impact positif sur 3 facteurs. Le premier, c'est l'environnement. Quand on parle d'environnement, il y a le changement climatique, que tout le monde parle du changement climatique et tout, mais il y a également la partie plastique à usage unique, il y a également la rareté de la ressource, que ce soit la ressource nourriture, eau, autre, ou même l'énergie, l'électricité. Mais il y a également les autres facteurs que pas mal de gestionnaires ou même d'allocateurs d'actifs, des caisses de retraite et tout, qui oublient, c'est l'aspect social, le facteur social, le S de ESG, dans lequel on veut aller rechercher plus de promotion de diversité et d'inclusion. On veut rechercher plus de relations très élaborées avec les autochtones et la communauté locale, avoir un impact positif sur la collectivité locale. Et le G à la fin, c'est le modèle de gouvernance. On va avoir plus de femmes comme vous dans les conseils d'administration. On va avoir un équilibre, ou sur certaines, pas égalité, mais au moins un certain équilibre et une certaine justice dans la répartition des richesses et même dans la rémunération des dirigeants. Et donc, tout ça, ça nous ramène à dire que quand on parle de l'investissement responsable, on recherche à avoir toujours un impact positif sur ces 3 différents facteurs. Environnement, d'un côté, mais il y a également le social et la gouvernance. Et un gestionnaire, il va toujours être évalué sur sa capacité à aller rechercher de l'impact toujours positif, intentionnel et mesurable sur ces facteurs-là. Merci. Il y a aussi l'aspect, je pense que tu as parlé que c'était depuis 1980. Est-ce que tu pourrais dire que... Parce que j'imagine qu'en 1980, tu n'étais pas là, mais... J'étais là. Non, mais tu n'étais pas encore dans le domaine, probablement. J'étais pas dans le domaine, ça fait 22 ans. Là, c'est vrai. Mais je veux dire, est-ce que tu trouves que dans les dernières années, ça a pris vraiment plus d'ampleur au niveau des investisseurs, justement, de ce côté-là? Avez-vous remarqué qu'il y avait une augmentation, justement, des cotisations dans les fonds? C'est une excellente question, Caroline. Donc, voilà ce qui est arrivé. On peut subdiviser l'évolution de l'investissement responsable en 3 phases. La première, c'était la phase de création ou vraiment de création. C'était dans les années 80 à l'époque, et même dans les années 90, il y avait à l'époque le Social Investment Organization. Donc, il y avait une organisation dédiée à l'investissement responsable. Mais la croissance est venue plus tard. Elle est venue dans les années 2000 avec le UNPRI, donc les principes d'investissement responsable des Nations Unies. Et avec le SASB en 2010, donc il y avait comme un modèle dans lequel on essayait de rapprocher tout ce qui est comptabilité et d'aller rechercher de l'information qualitative à ajouter au compte des compagnies pour ramener ça plus vulgaire aux financiers. Mais le plus grand move, donc après la phase de croissance, c'est la phase de maturation, de maturité du système d'investissement responsable. Il est venu avec les objectifs de développement durable des Nations Unies en 2015. Et en plus de ça, il y a eu le groupe de travail sur l'information financière relative au changement climatique. Tout ça, l'accord de Paris également, c'était un grand point tournant dans la phase de l'investissement responsable. Là, actuellement, on est pratiquement dans une phase plus mature. Les gens vont de l'avant pour aller rechercher beaucoup d'investissements responsables. Au départ, il y avait une certaine appréhension des investisseurs. Ils pensaient que pour faire un impact positif sur les facteurs ESG, il y a un coût à ça. On doit soit réduire le rendement ou soit augmenter le risque. Mais la réalité a montré la chose différemment. La preuve, par exemple, si quelqu'un a exclu le pétrole, on a parlé tout à l'heure de pétrole, c'est l'un des modèles les plus simples, c'est le negative screening, c'est l'exclusion négative. On exclut quelque chose, donc on exclut le pétrole. C'est le mot, je cherchais tantôt, actif, négatif. Là, j'étais comme, il y a un terme pour ça, exact. Negative screening, c'est de l'exclusion négative. Ça. On exclut, par exemple, le pétrole rapidement. On dit, on ne va pas investir dans le pétrole. Quelqu'un qui n'a pas investi dans le pétrole dans la dernière décennie, il aurait
il aurait par exemple évité un grand crash au niveau du titre British Petroleum. British Petroleum, c'était l'un des grands titres de la place, un titre coté à Londres, mais quand même qui avait beaucoup de valeur. Les gens donnaient beaucoup de crédibilité à British Petroleum. Et il suffisait d'un petit accident, le Deep Horizon, donc dans le golfe du Mexique. Il y avait vraiment l'explosion de leur plateforme. Et cette plateforme ne constitue même pas 2, 3, 4% de leur actif global. Mais le titre, il a baissé quand même d'un solide. Attendez, je vous donne le chiffre. Le titre, il a baissé. Donc, juste pour donner le chiffre exact. Le titre, il a baissé de 43% en l'espace de quelques mois. Quand même. 43%. Donc là, imaginez-vous que vous avez un client, un investisseur. Est-ce qu'il peut tolérer une baisse de son actif de 43%? Non. Donc là, on voit comme quoi juste en étant dans la partie la plus, disons, éco-friendly, donc qui recherche une exposition très positive à l'environnement, on a évité ce cas-là. Et ça, c'est uniquement dans la partie E de l'environnement, mais par exemple, dans la partie gouvernance. Tout le monde ici au Québec se rappelle SNC-Lavalin. SNC-Lavalin, c'était l'un des fleurons québécois. Du jour au lendemain, il y a un scandale de gouvernance qui éclate en 2019. Le titre a baissé de 69%. Il n'a pas encore, à date, repris cette baisse-là. Donc, les gens sont de plus en plus tatillons, surtout avec l'envolée des médias sociaux et tout. Ils ne veulent pas toucher à quelque chose qui a un risque réputationnel ou un risque de dommage à l'environnement, un risque de dommage aux aspects sociaux de gouvernance. Et c'est pour ça que investir d'une manière responsable, sur le long terme, ça paye bien pour les clients et pour les conseillers également. Parce que c'est ça, on entend des fois, j'en parle, j'essaie d'en parler le plus possible avec les clients pour qu'il y ait toutes les options disponibles. Puis le commentaire que j'ai parfois quand on fait des comparaisons de portefeuille, bien c'est on dirait que c'est un peu moins performant que d'autres types de fonds. On a comme une impression, on exclut la personne qui parle, que ça va être moins payant parce qu'on exclut certaines choses du portefeuille. Mais au contraire, je leur rappelle aussi que c'est pas juste justement de l'inclusion négative qu'on disait tout à l'heure, mais il y a aussi l'inclusion positive qui fait une différence. Parce que justement, en fait, de la formation que j'avais eue, et tu me corrigeras si c'est pas ça, là, mais c'était qu'en fait, ça faisait qu'on n'excluait pas nécessairement on va dire entre guillemets, les mauvaises choses, là, les gens qui ce à quoi ils pensent quand on parle de placement éthique, mais c'était plus d'encourager, au contraire, les entreprises qui font un effort pour diminuer, mettons, l'empreinte de carbone ou les impacts sociaux ou des choses comme ça. Fait que ça ne veut pas dire qu'ils vont les exclure nécessairement, mais on va investir dans des entreprises qui font un effort de ce côté-là. Vous avez parfaitement par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a les filtres négatifs, les filtres d'exclusion négative. Donc, on n'investit pas dans le pétrole, on n'investit pas dans le tabac, on n'investit pas dans l'armement et ainsi de suite. Donc, des choses comme ça qu'on sait déjà qu'ils sont vraiment négatifs et nocifs pour l'environnement. Mais de l'autre bord, il y a également pas des exclusions, mais des inclusions positives. On l'appelle le filtrage positif. C'est-à-dire qu'on va davantage donner des financements et encourager des compagnies qui ramènent des rendements. L'une des compagnies canadiennes d'agriculture, John Deere, par exemple, avait une belle technologie d'aller envoyer les engrais avec des drones et avec de l'intelligence artificielle pour les mettre directement aux alentours d'un arbre. Donc, à la place juste d'envoyer des engrais partout qui se dispersaient, qui revenaient dans la nappe phréatique, qui avaient pas mal de dégâts par la suite. Non. Ici, on optimise et on rationalise l'utilisation des engrais pour qu'ils soient autour de l'arbre uniquement. Donc ça a diminué beaucoup leur coût et ça a augmenté la rentabilité. C'est ce qui fait que la compagnie est le plus rentable. Par exemple, là, il ne faut pas toujours se focaliser sur l'aspect environnement. On va aller, par exemple, sur l'aspect gouvernance. Dollarama. Dollarama avait dans son conseil d'administration uniquement des hommes. On sait tous, c'est des hommes blancs, caucasiens et tout. Et à un certain moment, ils voulaient changer une personne de leur conseil d'administration. Et lui, avec pas mal d'autres compagnies, des Maple 8, les caisses de retraite et les fonds de pension, ils ont poussé pour avoir plus de diversité. Donc, Dollarama, ils ont ajouté une dame. Et après, ils ont ajouté même une charte pour avoir un petit peu d'équité, à 40% des membres qu'ils soient des femmes. Et on le voit dans les résultats de Dollarama au niveau financier, même on le voit également dans Dollarama. Quand on s'en va à Dollarama,
Moi, je suis venu au Canada en 2012. Dollarama, à l'époque, il y avait juste des jouets pour les enfants. Il y avait des petites babioles à $1, $1.50. Là, actuellement, on retrouve des articles très intéressants à 4-5 dollars, par exemple. On retrouve des moulinettes, des choses de cuisine, 4-5 dollars. Ça, moi, personnellement, je vois que c'est l'apport d'avoir des dames dans le conseil d'administration parce qu'elles, elles savent qu'est-ce que recherchent les femmes. Donc, ils ont twisté, ils ont amélioré le modèle de Dollarama. Donc, à chaque fois, on voit, il ne faut pas toujours prendre l'investissement responsable comme c'est juste des exclusions. On va exclure le pétrole, on va exclure ça. Il faut le voir également comme quelque chose qui va leur chercher une valeur ajoutée et un impact positif pour l'environnement, le social et la gouvernance. Donc, il n'y a pas uniquement les filtrages, il y a également l'intégration des thématiques ESG. On ne va pas parler de fonds spécifiquement, mais par exemple, on a un fonds qui est dédié à tout ce qui est énergie verte. On a un autre fonds qui est dédié à toutes les compagnies qui augmentent la composition des femmes et des minorités visibles dans leur conseil d'administration. Il y a parfois, même en plus de ça, notre compagnie NEI en tant que telle, sur l'ensemble de notre palette de fonds, on va faire beaucoup d'engagement auprès des actionnaires. On fait de l'engagement positif auprès des actionnaires. Parfois, on va aller même vers les administrateurs. On leur fait des propositions. Et ça, pour nous, c'est de ramener toujours cet impact positif. Et quand on parle d'impact, il faut les trois critères d'impact, il faut que ce soit intentionnel. Il ne faut pas que ce soit juste une résultante à laquelle on n'a pas pensé. Il faut que ce soit de l'intention derrière. Il faut que ce soit mesurable. Il faut qu'on mesure cet impact. Par exemple, j'ai créé une éolienne. Voilà combien elle a créé de kilowattheures. Et après, je dois transformer ça en des rendements financiers pour les clients. Donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans l'investissement responsable, ce n'est pas toujours quelque chose qui va réduire le rendement ou augmenter le risque. Par contre, dans notre compagnie, par exemple, NEI, vous l'avez dit au départ, on est l'un des pionniers, mais les gens oublient une chose, c'est que notre nom, c'est Northwest Ethical Investment. Il y a toujours ce côté Northwest. Rappelez-vous la matrice de risque-rendement. On veut aller où? On va aller dans un cadran nord, plus de rendement, et dans le côté ouest, moins de risque. Ça, fait qu'autrement dit, ça serait plus une constance de rendement. Au meilleur rendement même, ou au rendement meilleur, oui, avec moins de risques. Avec moins de risques, dans le fond. Mais ça ferait en sorte probablement que si, puisqu'on parlait justement de NEI, notre compagnie. Ben, pas NEI, là, mais tout ce qui est arrivé au niveau du pétrole, l'avalin et tout. Probablement que si on comparait plus loin encore, et là, il faudrait vraiment comparer les pommes avec les pommes, ben, peut-être que ces gens-là, finalement, il y aurait eu moins de pertes au final parce que ça leur aurait continué justement en croissance. Là. Fait que faut juste que la vision des gens change un petit peu par rapport à je veux des gains à court terme, que ce soit plus des gains à long terme. Parce que, tu sais, des gains à court terme, ça peut être des pertes aussi quand même importantes là, qui peuvent arriver. Tu sais, c'est beau de dire, mettons, j'ai fait quasiment 20 l'année précédente, mais si tu en perds 30 l'année suivante, on n'est pas plus avancé dans le rendement à long terme. Là. Bien sûr. Et même, je vais ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est le fait que si on encourage les compagnies, si on fait beaucoup d'incentives, d'encouragement pour les compagnies qui vont aller rechercher un impact positif, des fois, on les amène à faire plus de recherche et développement. La preuve, des compagnies comme Tesla ou comme Nvidia, par exemple, c'est les fameux FANG, donc de ces compagnies-là, ils vont mettre beaucoup d'argent dans les recherches et développement pour minimiser leur facture d'énergie. Donc là, ils vont minimiser leur empreinte carbone. Des compagnies, par exemple, comme Nvidia, il y a peu de gens qui savent, mais Nvidia a la plus grande proportion de salariés qui sont millionnaires. Pourquoi? Parce que dès le départ, il a fait beaucoup d'actionnariat pour ses salariés. Donc, le jour où Nvidia a beaucoup monté en termes de valorisation, ça a ramené que beaucoup de salariés de Nvidia sont devenus rapidement millionnaires. Donc, en termes de S, le social, on se rappelle tous, c'est ESG. Dans le social, Nvidia se démarque très rapidement. Comme quoi, c'est une entreprise sociale parce qu'il a fait beaucoup de répartition de richesses à l'intérieur de son salariat. Puis, probablement que par rapport à tout ce que tu me dis aussi, j'imagine que le filtrage positif est beaucoup mis de l'avant chez NEI, du moins. On ne peut pas parler des autres compagnies, mais le filtrage négatif, moi, je le vois vraiment comme peut-être quelqu'un que ce serait, par exemple, des croyances religieuses qui ne voudraient absolument pas qu'il y ait aucun investissement. Ça serait quand même possible de le faire malgré tout.
Mais là, ça serait pour d'autres raisons que du rendement, rendu là. Vous avez parfaitement raison. Moi, je suis de descendance musulmane. Il y a parfois des musulmans qui ne veulent pas investir dans le porc ou dans l'alcool. Il y en a d'autres qui ont d'autres considérations, qui ne veulent pas investir dans tel ou tel secteur. Donc, des fois, les exclusions responsables peuvent coïncider avec des convictions religieuses ou juste personnelles parfois. Mais tout ça, ça permet de gérer le risque d'une manière globale. Donc, ce que je vois de par l'exposition à différents fonds dans la place, c'est qu'il y a beaucoup de gestion de risque à l'intérieur en faisant attention au risque ESG. Parce que dès qu'on fait attention au risque ESG, mine de rien, derrière, il y a pas mal d'autres risques, par exemple réputationnels ou risques risques, par exemple, monétaires. Par exemple, si une compagnie trouvait comme quoi il a des défaillances au niveau de son système de sécurité ou autre, il peut avoir des pénalités ou autres. Donc, il y a des risques financiers qui se découlent de ça. Donc, si on fait attention au risque ESG, si on fait attention à l'investissement responsable, mine de rien, on fait également attention au risque global. Mais pour revenir à ce côté d'exclusion, c'est vrai que ça me ramène à un point, c'est quelques... je ne vais pas nommer des compétiteurs, mais c'est juste quelques compétiteurs ont saisi l'occasion pour lancer des fonds qu'ils qualifient de fonds verts, responsables ou autres, mais dans lequel il y a beaucoup de ce nouveau phénomène de greenwashing, l'éco-blanchiment. Oh oui, c'est vrai, tu en as parlé tantôt. Oui, l'éco-blanchiment, généralement, c'est quoi? C'est juste une tentative de manipulation de l'opinion publique en mettant en avant des engagements envers l'environnement, mais c'est superficiel. Ça, il faut faire attention à ça. Des fois, on va dire et ça arrive beaucoup quand on fait uniquement de l'exclusion responsable. C'est là où on fait affaire avec un gestionnaire ou avec si on fait affaire avec une compagnie manufacturière de fonds, il faut toujours faire attention à qu'est-ce que fait chacun. Est-ce que la compagnie fait son dû en termes d'engagement, d'actionnariat, donc d'engagement envers l'actionnariat? Est-ce qu'il fait également attention à tout ce que fait les sous-conseillers en termes d'exclusion positive, d'intégration positive, d'intégration des thématiques ESG? Donc là, c'est là où, par exemple, des conseillers comme vous, ils font leur due diligence et ils vont aller rechercher les meilleures compagnies pour être des partenaires avec eux. C'est vraiment de regarder le processus de la compagnie d'investissement en arrière pour savoir, est-ce que c'est juste du marketing, mettons, ou est-ce que le processus derrière est vraiment adéquat avec ce qu'on recherche. Là. On se le cachera pas, il y a beaucoup de marketing quand même de nos jours. Là. C'est vrai. Puis même pour nous, parce que nous, je pense pas je l'ai jamais expliqué dans le podcast, mais les conseillers financiers, pour les auditeurs qui nous écoutent, dans le fond, nous, on rencontre des spécialistes comme Mo qui vont nous présenter leurs produits d'investissement. Fait que ça, c'est que ce soit n'importe quelle compagnie, on nommera pas de compagnie, mais chaque compagnie d'investissement va nous téléphoner, en fait, pour nous rencontrer, présenter leurs produits. Fait que c'est sûr que même nous, on reçoit beaucoup de marketing par rapport à ça, que tout a de l'air beau aussi. Tout a toujours de l'air beau là, dans chaque compagnie. Fait que nous, notre travail, c'est de s'asseoir avec les compagnies qui nous intéressent parce que c'est impossible de travailler avec toutes les compagnies. Là. Et à un moment donné, il faut cibler selon ce que l'on recherche, le profil de nos clients, etc. Puis là, à ce moment-là, c'est à nous de faire notre recherche sur la compagnie pour voir, OK, eux, comment ils font, poser des questions, voir justement au-delà de l'information qui est donnée pour cibler avec quelle compagnie on va travailler au niveau de nos investissements. Fait que pour les gens qui se posent des questions de comment ça fonctionne, c'est un peu comme ça que ça fonctionne de notre côté. Fait qu'on travaille avec les spécialistes comme Mo, par exemple, ou d'autres spécialistes de d'autres compagnies. Fait que c'est ça, c'est vraiment la recherche là, qui va différencier, comment je peux dire ça, ce qui va se passer réellement dans les portefeuilles. On pourrait dire ça le mieux comme ça. Puis je me demandais aussi, en fait, au niveau c'est quoi les défis qu'on peut retrouver justement là, dans ce type d'industrie-là? Ça, c'est un bon point. L'un des principaux défis, je vais commencer par le défi majeur et c'est quelque chose... D'ailleurs, je vous remercie, Caroline, d'avoir mentionné le fait que vous, les conseillers, vous êtes toujours ouverts à la discussion avec nous, les compagnies manufacturières de fonds. Vous participez à nos conférences, vous participez même aux diligences raisonnables dans lesquelles on vous donne accès à tous nos process et nos systèmes et ça vous permet d'avoir votre... disons,
peace of mind. Mhm. Donc, le fait comme quoi vous êtes confiant, comme quoi cette compagnie, les bottines suivent les babines, en quelque sorte. Donc, il fait ce qu'elle dit. Par rapport au défi, le défi majeur qu'on a à date, c'est que l'évolution a été très rapide au niveau de l'investissement responsable et le régulateur, il essaie de se rattraper, mais pas à la vitesse souhaitée. Je ne vais pas mettre donc, quand je parle de régulateur, déjà, il y a plusieurs régulateurs. Il y a par exemple l'AMF ici à Québec, il y a l'Organisation des valeurs mobilières à l'Ontario, la Commission des valeurs mobilières à l'Ontario, il y a la SEC au niveau des États-Unis. Donc, il y en a plein. Et même en termes de modèles, il y a plusieurs. Il y a le CFA Institute. Moi, je suis analyste financier agréé de chez CFA. CFA, il a fait son propre modèle. Il a même fait son certificat ESG. Mais il y a également SASB qui est la même chose. Il y a l'UNPRI. Donc, il y a plein d'organismes qui essaient de réglementer quelque chose. Et ici, en Amérique du Nord, on n'a pas pris la même vitesse, par exemple, qu'en Europe. En Europe, ils sont très développés en termes de réglementation associée à la publicité, à tout l'aspect marketing des fonds verts et des fonds éco-responsables. Ici, il y a des avancées qui se font, ça, il ne faut pas le nier. C'est juste qu'avec la multitude d'intervenants, ça prend du temps. Donc, il faut comme ce qui est arrivé dans la comptabilité. Dans la comptabilité, rapidement, on est arrivé à l'IFRS. Donc, c'est comme un modèle international pour la comptabilité. C'est vrai que les États-Unis sont restés à part avec leur US GAAP, mais quand même, il y a une certaine... Ça se rapproche, il y a une certaine convergence des normes. Au niveau du Canada, on attend cette convergence. Okay. Ça va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais quand on aura, par exemple, un modèle réglementaire qui va, par exemple, interdire à des fonds d'utiliser des mots techniques, je pense à un fonds de la place dans lequel on recherche, on essaie de promouvoir la présence des femmes dans les conseils d'administration. Mais dans la pratique, il n'y avait pas la même composition, la même proportion de femmes dans les conseils d'administration qu'un fonds standard chez nous. Donc, il y avait beaucoup parce qu'il n'y a rien de réglementaire qui leur interdit de mettre le nom. On a par exemple, dans la réglementation canadienne, on peut nommer un fonds canadien dans lequel il y a 49% d'exposition US. Donc, c'est cette logique je dirais que le premier défi, c'est l'aspect réglementaire. Ouais. Quand ça va être réglé, ça va aider les clients à avoir plus de certitude. Quand j'achète tel fonds, s'il me dit qu'il est libre d'énergie fossile, il n'y aura pas d'énergie fossile là-dedans. Je comprends. Bien, ça va faciliter notre travail aussi, là, parce que tu as parlé justement de fonds canadiens, puis des fois, je suis comme, il me manque de Canadiens dans mon portefeuille, puis là, je cherche un fonds canadien, puis là, c'est écrit fonds canadien, non. Là, je suis comme, je le mets, je fais, Colin. Il y a juste 50%, mettons. Mais moi, je veux un fonds canadien. C'est vrai. Fait que là, il faut tout le temps faire vraiment beaucoup de recherches pour trouver des vrais... Bien, c'est tous des vrais fonds, mais trouver vraiment ce qu'on recherche du fonds. Parce qu'il y a tout le temps des mélanges. Puis, des fois, c'est des bons mélanges. Là. Des fois, par exemple, il y a une compagnie, je connais, mais ils vont prendre, mettons, 3 de leurs meilleurs fonds, vont les mettre ensemble, puis ça fait vraiment un bon fonds. Mais quand tu veux vraiment chercher Y, puis que tu trouves des X avec des Y, ben c'est un peu tannant pour nous aussi. Parce que on est comme, je veux juste avoir un fonds qui est spécifiquement ça. Fait que c'est sûr que dans la création des portefeuilles, ça va être plus facile pour nous aussi. Ouais. Fait que si je comprends bien, il n'y a pas de réglementation encore qui est... À date, non. Par exemple, il faut que tu aies 80% de on va dire, composition de femmes pour dire que tu es vraiment un fonds. À date, à ma connaissance, non. Okay. Donc là, je suis un petit peu de près toute la partie réglementaire. Je sais qu'il y a des étapes encore à franchir là-dedans. L'autre élément, c'est que beaucoup d'argent de clients est dans les mains des compagnies manufacturières de fonds, comme la nôtre, Inouï. À travers vous, les conseillers qui nous font confiance, avec l'argent de vos clients, on a de l'argent chez nous qu'on gère pour le compte de vos clients, mais avec cette ressource dans laquelle on bénéficie on bénéficie de cet argent pour le faire fructifier pour vos clients, mais il y a une obligation, c'est d'aller voter pour le compte de ces clients, ce qu'on appelle vote par procuration. Et il y a quelques compagnies manufacturières de fonds qui ne le font pas. Par exemple, Inouï, l'année dernière, on a fait 11 000 pour être exact, 11 936 résolutions votées par procuration pour le compte de nos clients. Okay. C'est énorme.
on a participé pratiquement à 944 assemblées générales. Pourquoi? Parce qu'on voit comme quoi on a une obligation envers vos clients et envers vous-même. On vous a dit comme quoi on va faire la job, on va aller rechercher le meilleur impact de tout cet argent-là. On ne veut pas qu'il y ait uniquement un retour financier. Le retour financier, il y a également la réduction de risque. Tout ça est là. Le côté nord-ouest de notre nom, il est là. Mais on veut aller rechercher le côté ethical investment. On va aller rechercher le côté investissement responsable. On a mobilisé, on est allé discuter avec 210 compagnies dans lesquelles il y a beaucoup de FANG. Il y a Apple, il y en a d'autres. On a fait des centaines d'évaluations de sociétés pour aller rechercher les meilleurs avec lesquels on devrait placer. Tout ça pour dire que quand on va aller rechercher une compagnie manufacturière de fonds, il faut faire confiance à des conseillers qualifiés comme vous qui ont déjà leur certification d'investissement responsable parce que vous allez faire la diligence raisonnable au nom de vos clients et vous allez rechercher les meilleurs partenaires qui vont apporter et le rendement d'un côté et la gestion du risque de l'autre. Mais avec ça, avec ces deux piliers, le troisième pilier qui est d'avoir une incidence positive sur les facteurs ESG et de laisser un monde meilleur pour nos enfants. Oui, parce que c'est ça qui va faire une différence au bout de la ligne. Plus, en mon sens à moi, là, c'est une opinion personnelle, soit dit en passant. Je crois plus en le filtrage positif qu'en le filtrage négatif parce que on vit dans une société imparfaite qui est encore au prix avec tout ce qu'on connaît. On ne peut pas faire un 360 du jour au lendemain. Ça prend des nouvelles technologies. Fait que s'il n'y a personne qui investit dans cette nouvelle technologie-là, ça va être plus difficile 100%. De devenir pratiquement parfait. Il n'y a jamais rien de parfait. 100% d'accord par rapport à ça, oui. C'est ça. Puis, en fait, on pourrait parler aussi, parce qu'il y a sûrement c'est sûr que les clients qui nous écoutent ou les auditeurs, ce n'est pas nécessairement des clients, ils doivent se dire, par où commencer? Comment je fais, justement? Oui, vous pouvez contacter un conseiller, évidemment, mais c'est quoi la meilleure façon de choisir un fonds éthique, en tant que client, mettons? Parfait, ça, c'est une excellente question. Donc, vous, par exemple, en tant que conseillère financière, vous avez fait beaucoup d'études pour arriver à ce niveau-là. Et en plus de ces études-là, vous faites beaucoup de formations continues chaque année. Vous participez à toutes les conférences des compagnies de fonds, vous participez à des diligences raisonnables. Vous allez poser toutes les questions aux gestionnaires, par exemple à la compagnie manufacturière du fonds, à moi en tant que wholesaler, mais également à mes sous-conseillers. Par exemple, je ramène un gestionnaire en virtuel, vous participez. J'ai vu la dernière fois que vous étiez dans un webinaire, donc vous participez, vous posez toutes les bonnes questions. Moi, je suggère à votre client ou à vos clients ou à vos écouteurs de faire la même chose. Ils doivent faire également leur diligence raisonnable. Ne pas se fier au conseiller, mais de lui poser toutes les questions possibles. Monsieur le conseiller, qu'est-ce que vous faites pour moi? Quelle est votre valeur ajoutée? Comment vous faites pour aller rechercher les meilleures compagnies de fonds, les meilleurs gestionnaires, et même en termes de fonds? Parce que les clients n'ont pas le temps d'aller faire toute la diligence raisonnable pour aller rechercher tous les fonds. Ce que vous avez dit tout à l'heure, comme quoi vous allez dans le détail du fonds, vous allez voir dans quoi il est exposé, quel pays, quelle géographie, quel secteur. Il n'a pas le temps. Donc lui, il a la possibilité, quand il recrute un conseiller financier, de lui poser toutes les questions possibles. Monsieur le conseiller, qu'est-ce que vous faites en termes, par exemple, est-ce que vous avez la désignation, est-ce que vous avez la certification de responsable en investissement, spécialiste en investissement responsable? Est-ce que vous avez déjà ça? Est-ce que vous faites vos diligences chaque année? Dites-moi comment vous avez participé. Pourquoi vous me recommandez tel fonds? Donc, et là, surtout que là, la réglementation, elle est déjà présente. La réglementation avec les réformes orientées client, ça montre comme quoi il faut bien connaître son client au départ. Le BCP, bien connaître son client, KYC, mais également bien connaître son produit. Et ça, c'est le rôle du conseiller. Il doit bien connaître son client final, bien connaître son produit et montrer qu'il y a l'équivalence entre les deux. Le produit, il est adapté directement aux besoins du client. Donc, les clients, ce que je leur suggère, pas la peine d'aller dans le détail de chaque fonds et d'aller chercher l'exposition régionale parce qu'ils vont se perdre. C'est une mine. Et ils vont arriver à ce qu'on appelait paralysis by analysis. C'est-à-dire que quand on analyse trop, parfois on devient paralysé. On a des tonnes d'informations. Il suffit juste de googler fonds éthiques, on aura des milliers et des milliers de fonds qui vont se présenter à nous. C'est là où c'est intéressant de faire confiance. Par exemple, vous êtes mon conseiller, ma conseillère, je vous fais confiance. Mais je peux vous poser toutes les questions. Qu'est-ce que vous faites? Montrez-moi. Dès que je fais affaire avec vous, allez-y, vous pouvez choisir n'importe quel fonds.
Des fois, je peux me poser la question, pourquoi vous me proposez ça? Ça, c'est un travail que vous avez déjà fait dans le cadre de l'équivalence entre le bien connaître son client, bien connaître son produit. Vous allez me montrer, vous allez me dire, vous avez telle conviction, par exemple, vous ne voulez pas investir dans le porc, dans l'industrie porcine. Voilà, ce fonds-là, il est pour vous parce qu'il n'a jamais investi dans les biens de consommation de masse ou autre chose. Exactement. Puis, des fois, ça peut arriver qu'on ne sache pas sur le coup. Donc là, à ce moment-là, on va se tourner vers les spécialistes aussi, puis on va avoir l'information. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe que le client doit comprendre à ce niveau-là, parce que nous, on est vraiment la relation avec le client, le conseil, puis il y a d'autres conseils qui rentrent en ligne de compte là, au niveau de la gestion des comptes. Est-ce que c'est des REER, des CELI, etc. Soit dit en passant, peu importe le type de compte que vous voulez, investissement responsable, c'est disponible. Parce que des fois, les gens pensent pas nécessairement qu'on peut avoir le même investissement dans un CELI que dans un REER, mais dites-vous que le REER, le CELI ou le non enregistré ou le CELIAP, c'est une coquille, en fait. C'est des véhicules d'investissement. Exact. On peut mettre là-dedans des fonds mutuels comme on veut. Exactement. Fait que, oui. Non, je voulais... Désolé de vous interrompre, mais c'est juste que... Mon idée, c'est que parfois, les clients, ils voient juste ce qu'on lui offre, par exemple. C'est comme s'il est dans un restaurant, il lui montre juste le plat, mais il ne voit pas le travail derrière, le backstage. Il doit voir comme quoi le conseil, il a fait beaucoup de travail d'analyse. Et parfois, il a fait beaucoup de travail, des va-et-vient avec le wholesaler dans lequel ils ont fait une proposition commune qui match pratiquement le besoin de ce client-là. Donc, quand on lui présente une proposition, il ne doit pas dire que c'est quelque chose qu'on a fait en 5 minutes, 10 minutes. Non, c'est quelque chose qui a pris des heures et des heures pour arriver à ce résultat-là. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là de backstage, derrière les rideaux. Il y a beaucoup de travail que vous faites, vous, en amont, avant d'aller contacter le client ou avant de lui présenter une proposition. Désolé. Exactement. Il n'y a pas de problème, mais ça m'a fait penser à d'autres choses parce que je ne sais pas si on s'en était préalablement parlé là, dans notre préparation, mais on a parlé de frais brièvement tantôt. Les frais de gestion. Bonne question, les frais de gestion. Une question de surprise. Les frais de gestion, on s'en fait tellement parler maintenant avec le FP500, toutes ces Vanguard, etc. Puis, c'est des discussions que j'ai régulièrement là, avec mes clients. Mais si on se ramène par rapport, justement, on va parler juste de NEI, parce que c'est la compagnie qui se représente aujourd'hui. Puis, est-ce que tu dirais que les frais sont similaires par rapport à des portefeuilles standards, on va dire ça comme ça? Parfait. Donc là, il faut définir standard, parce qu'un portefeuille standard, c'est pas un portefeuille indiciel. Si c'est de l'indiciel, c'est par exemple la gestion passive. On peut aller dans l'indiciel puis l'autre. Oui, c'est juste pour comme départir. La gestion indicielle ou la gestion passive a eu beaucoup de succès ces derniers temps. Depuis 2008, on close sur une belle ride, on a une belle performance du marché. Juste les seuls cas, les seules difficultés qu'on a eues, les seuls pratiquement hicks dans la route, c'est COVID. Il y a eu au mois de mars, il y avait une petite baisse qui a été rapidement récupérée en un mois et demi. 2022, également, l'inflation qui augmentait, les banques centrales qui augmentent également leur taux, ce qui a fait que rapidement le marché a corrigé. Mais depuis janvier 2023, on vit pratiquement une belle performance. Vraiment, on touche le bois, mais c'est vraiment une belle performance. Les marchés sont très cléments avec nous. Et ça stimule des fantaisies chez les gens, c'est de dire, je sais m'y prendre, pourquoi je dois juste acheter un VFV, un Vanguard ou un Spider, un S&P 500, ça va faire la job. Ça, je comprends, parce que la dernière séquence, les 12 dernières années, ça leur a donné raison. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut être sur le long terme, parce que ça, actuellement, c'est les technos qui tirent les choses vers le haut, les 5 magnifiques, que ce soit Nvidia, Apple, les FANG. Par exemple, si on prend juste un chiffre rapide, l'année dernière, 2023, les 5 titres, Nvidia, Facebook, Google, Amazon et donc Nvidia, Facebook, Google, Amazon et pas Apple, l'autre, Microsoft. Ces 5-là, ils ont fait 60% des rendements de S&P 500. 5 titres. Si on y ajoute Tesla et Apple, pour arriver aux 7 magnifiques, les 7 magnifiques ont fait 80% du rendement de S&P 500 durant 2023. Year to date, Nvidia est également toujours la vedette. Mais c'est quelque chose
qui est comme ça arrive des fois dans pratiquement une génération où la techno va faire comme ça. Mais rappelez-vous toujours le bug 2000. À l'époque, la crise financière, la bulle technologique de 2000 a fait beaucoup de dégâts. Pratiquement la décennie de 2000 à 2010, c'était une décennie flat pour la techno. Donc, c'est comme là, actuellement, on a récupéré une partie de ça. Et c'est là où la gestion indicielle peut faire défaut. C'est là où on doit faire confiance à des gestionnaires. Il faut faire confiance à la gestion active. Et en termes de frais, les fonds éthiques ou les fonds responsables ne sont pas très chers par rapport aux fonds traditionnels. Si on compare des pommes, avec des fonds traditionnels, c'est pratiquement les mêmes frais. J'ai des fonds, par exemple, 100% actions dans lesquels ça coûte moins de 1% en classe F. N'oublions pas qu'ici, il y a beaucoup de diligence raisonnable qui est faite au niveau des compagnies d'une manière quantitative, c'est-à-dire sur les chiffres, sur les bilans et tout, mais même d'une manière qualitative. Par exemple, à la composition du conseil d'administration, à la composition du salariat, à la présence des femmes dans les organes de décision, la présence des minorités visibles, les perspectives de risque réputationnel et tout. Donc, quand on fait l'analyse ESG, c'est vrai qu'on fait quelque chose de plus, mais en termes de frais, on reste toujours dans la moyenne. Par exemple, j'ai tous les fonds de NEI, généralement, surtout, c'est le client, il a pas mal, plus que 100 000 avec nous. Généralement, il bénéficie d'une tarification préférentielle dans laquelle on va laisser sur la table le tiers de notre commission, 35 points de base qu'on laisse sur la table pour promouvoir les gens à aller rechercher de la rentabilité en premier, gestion du risque en deuxième et un impact positif sur les facteurs ESG en dernier. Donc, l'investissement responsable en quelque sorte. C'est ça. Ben, je savais que c'était similaire, mais je voulais que tu le dises parce que c'est souvent un sujet. Puis j'ai souvent de la difficulté à parce qu'à un moment donné, il y a quelques années, ils ont tellement mis d'emphase sur les frais de gestion que là, tout le monde s'est mis à capoter sur les frais de gestion. Mais tu sais, à la base, là, ce qu'il faut retenir, c'est si ton fonds a un frais mettons qu'il y avait un frais de gestion plus élevé. Admettons, ce qui n'est pas le cas là, dans notre discussion actuelle. Si ton fonds performait quand même mieux que le fonds qui a moins de frais de gestion, au final, tu es quand même gagnant. C'est le net. C'est le net, c'est vrai. C'est le net qui est important. Qu'est-ce qu'on a dans les poches, c'est ce qui compte. Exactement. Fait que c'est souvent la discussion que j'ai avec les clients. Oui, tu sais, parce qu'ils en entendent parler, donc ils en parlent. Puis c'est correct parce que les gens sont amenés à poser plus de questions. Fait que ça, c'est positif, mais faut qu'on voit au-delà aussi du frais. Tu sais, c'est le rendement net qui compte, en fait. Là. Fait que même si là, il n'y a pas de différence en ce cas-ci, pratiquement pas. Là, c'est parce que c'est toujours une question de chaque fonds. Parce que, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fonds a son frais de gestion. C'est vrai. Fait que ça pourrait être... on pourrait prendre... je ne sais même pas s'il y en existe une, là, mais mettons une compagnie d'investissement qui a les moins de frais possibles. Puis, on pourrait quand même avoir... Si on va avec ces meilleurs fonds, ça pourrait être quand même les fonds qui ont le plus de frais de gestion quand même. T'sais. Fait que... Et les gens, généralement, ils ont une courte mémoire. Ils se rappellent juste toujours de la dernière séquence. Là, actuellement, ils voient le S&P 500 faire des ravages et ils se disent oh, je peux être intelligent en achetant juste un fonds indiciel, S&P 500. Mais on est au Canada. Il faut investir au Canada également. Il faut garder quand même ce biais domestique. Il faut quand même garder de l'argent au Canada. Pourquoi? C'est ce qui va nous couvrir des risques de la devise et de risques également de l'inflation. S'il y a de l'inflation qui revient comme en 2022, l'investissement au Canada, ça va faire notre job. En plus de ça, par exemple, si on prend 2022 comme année, c'est une année très difficile sur le marché, au niveau des revenus fixes et au niveau des actions. Quelle est la classe d'actifs qui a marché en 2022? Une seule, c'était l'énergie. Et les gens ont commencé à parler de l'énergie comme quoi c'est la meilleure classe d'actifs dans laquelle il faut investir, mais ils oublient qu'au 31 décembre 2021, donc juste avant 2022, l'énergie était la pire classe d'actifs à détenir. Pendant 10 ans, il était flat. Pendant 10 ans, ça a ramené 0. Juste pendant une année, ça a ramené plus 10. Le marché a fait moins 15. Les gens, ils se sont dit, on a trouvé la perle rare. C'est l'énergie, il faut investir là-dedans. Et c'est là où c'est intéressant pour les clients de ne pas trop faire attention à ce que dit la presse. La presse, ils recherchent du sensationnel. Mais oui. J'ai vu récemment une belle comparaison entre deux titres. Le titre Pepsi et le titre Coca-Cola. Si on pose la question à n'importe qui, à votre avis, quel est le titre qui a mieux marché? Tout le monde va dire Coca-Cola, parce que c'est tel qu'on voit plus dans les news. Dans la pratique, Pepsi a donné plus de rendement aux clients. Beaucoup plus. Vraiment, j'ai vu une comparaison, je pense, juste sur les 20 dernières années, c'est le triple de rendement pratiquement. Ouais.
Sachant qu'on voit Coca-Cola partout. On voit peu Pepsi. Mais Pepsi, il s'est bien diversifié dans d'autres secteurs. Donc, des fois, ce qu'on voit dans la presse, c'est pas nécessairement... Et c'est là où l'intérêt de recourir à des professionnels expérimentés comme vous et de sortir de cette nuisance médiatique. Pas se laisser influencer par tout ce que les médias propagent comme information. C'est bon pour n'importe quoi. C'est vrai. Justement, on a élaboré un petit peu le sujet, là, mais ça serait quoi les perspectives à venir pour les fonds? Peut-être que vous en parlez des fois là, à l'interne. Comment on a parlé des changements au niveau de la réglementation tout à l'heure, mais c'est quoi les tendances actuelles? Puis, comment est-ce qu'on peut penser que ça va évoluer dans le futur au niveau de l'investissement responsable? Bonne question. Et déjà, ça coïncide avec quelque chose d'actualité, ce sont les élections US. Les élections aux États-Unis, tout le monde craignait que le fait que Trump revienne aux commandes, que ça va faire un impact négatif sur l'investissement responsable. Et tout, on sait, ses discours, lui, généralement, il est, comme il disait à l'époque dans une conférence à Texas, il a dit « drill, baby, drill », c'est-à-dire « allez-y, faites pompette de pétrole ». Ça, c'est intéressant des fois de voir que ce qui arrive aux élections, ça n'a pas trop d'impact sur l'économie réelle. La preuve, c'est que Trump, il a eu déjà un premier mandat. Il a été élu fin 2016. 2017 et 2018, c'était les meilleures années au niveau de l'investissement responsable. Les investissements en éolien, en électricité nouvelle et dans les voitures électriques, on a vraiment eu un essor dans ces années-là. Les gens ne se rappellent pas de ça. Donc, les gens qui disent que Trump est là, donc l'investissement responsable, c'est oublié, non, c'est quelque chose qui va continuer. Et on voit là actuellement avec les recherches et développement, on cherche parfois des idées novatrices. Me vient à l'esprit une idée, c'est par exemple les data centers, les centres de données. Les centres de données, ils utilisent de grands ordinateurs qui génèrent beaucoup de chaleur. L'idée juste de les mettre dans des pays froids, par exemple en Scandinavie, en Islande, en Finlande et tout, ou même ici à Québec, pourquoi pas, dans la partie côte nord, on a vraiment un temps froid, une grosse majorité de l'hiver. Ces data centers, par exemple, Microsoft et même Google ont commencé à les mettre en Scandinavie, ils sont arrivés parfois à la carboneutralité. C'est-à-dire qu'avec la chaleur que ça génère, ces centres, ils ont moins besoin de les refroidir parce que il y a juste de la neige partout. En plus de ça, ils peuvent prendre des pompes à chaleur pour aller générer de l'électricité qui va même dépasser leurs besoins pour aller le donner vraiment au grid, pour aller le donner directement aux villes. Donc, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que des fois, quand on pense comme quoi ils n'ont pas de belles perspectives pour l'investissement responsable, non, il y a de belles perspectives. L'énergie éolienne a toujours un essor. Il y a beaucoup de... je suis parti hier au Saguenay, il y a beaucoup d'éoliennes là-bas, parce que c'est une zone très ventée. On a également beaucoup de génératrices nouvelles, par exemple, en termes de... là, actuellement, par exemple, juste en hiver, ici au Canada, il y a pas mal de thermopompes qui peuvent aller à du moins 35, moins 40 en électrique, juste à l'extérieur. Thermopompe. Il y a quelques années, c'était juste à moins 10, moins 15 max. Là, actuellement, juste avec une thermopompe, chauffer toute une maison. Donc, on n'a plus besoin d'avoir des cheminées qui vont faire beaucoup de dommages à l'environnement et d'avoir toute cette partie-là. Donc, je dirais que les perspectives à venir pour l'investissement responsable sont toujours là. Les fondamentaux des compagnies qui investissent là-dedans sont toujours solides. Et parfois, on retrouve comme quoi, comme j'ai dit tout à l'heure au cas de John Deere, de la compagnie agroalimentaire, ils ont trouvé le moyen d'utiliser l'intelligence artificielle avec les technologies de drone pour vraiment aller rechercher une optimisation de leurs ressources. Par exemple, les engrais ou même les pesticides, à la place de juste lancer des pesticides partout et ça tombe dans la nappe phréatique, c'est d'aller rechercher vraiment l'arbre, de mettre juste aux alentours et de rechercher même l'arbre qui est malade pour lui mettre des pesticides. Si un arbre est correct, go, on peut le laisser. Donc, ça va évoluer avec le temps. La recherche et développement à l'intérieur de ça vraiment bouge d'une manière phénoménale. La Chine, à qui on reprochait par exemple toute la partie de dommages qu'il faisait à l'environnement, actuellement, la Chine elle est pionnière dans les voitures électriques. Les voitures électriques chinoises vraiment ont dépassé de loin en termes de technologie pas mal de voitures américaines et autres. Donc,
On voit comme quoi il y a une volonté d'ajouter davantage de recherche et développement et d'aller rechercher toujours de bonnes perspectives. Et pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a du rendement à l'intérieur et on voit comme quoi ça gère des risques moindres. Me vient à l'esprit, par exemple, les voitures électriques avec autopilot. Ça va réduire les accidents sur la route, ça c'est sûr. Et justement, quelqu'un qui m'a demandé, penses-tu que... C'est quoi dans la question? Tu sais, si j'étais pour... Je pense à quelque chose comme ça, si j'étais pour ou contre, puis je me disais, ben je suis pour parce que justement, oui, il peut y avoir des défaillances, mais il y a le risque la proportion, le pourcentage d'erreurs humaines versus le pourcentage de défaillance va avoir vraiment moins d'accidents quand même s'il y a un bug, c'est sûr et certain. Là. Fait que, oui, il n'y a jamais rien de parfait, comme je disais tout à l'heure, mais on voit juste de l'avancement technologique tout le temps en constante continue. Fait que je me dis, ça peut juste améliorer. Puis, sur le terrain, vous voyez aussi les entreprises, là, qu'est-ce qu'elles font dans vos recherches et tout. Fait que vous êtes toujours à l'affût c'est vrai. de ce qu'ils sont en train de faire. Là. C'est vrai, c'est vrai. Y a-t-il des points, j'essaie de penser, là, parce que nous, on est dans notre mode de professionnel, c'est clair pour nous, mais y a-t-il des points qu'on n'aurait pas abordés, que peut-être les gens pourraient se poser comme question, tu penses? Donc, poser ou comme information. Parfait. Premier conseil, c'est de faire attention aux messages qui sont véhiculés dans la presse des fois, parce que parfois, ce qui est dit n'est pas la réalité. Par exemple, on parlait à un certain moment comme quoi l'investissement responsable il a un coût énorme. Non, ça n'a pas de coût. Peut-être que parfois, c'est le même coût qu'un fonds traditionnel ou même moins. Je dirais que même le coût caché ou les éléments qualitatifs, que ce soit le risque réputationnel, le risque d'avoir, par exemple, des retombées négatives, par exemple, ce qui est arrivé à British Petroleum, qu'on a dit tout à l'heure, ou par exemple, à SNC-Lavalin et tout, ça nous amène à bien penser où est-ce qu'on veut investir et de privilégier une allocation, ne serait-ce que minime. Par exemple, on ne doit pas être vraiment quelqu'un qui est orienté environnement, quelqu'un qui prend juste son vélo chaque jour, son bicycle pour aller au travail, pour vraiment investir dans l'investissement éthique. L'essentiel, c'est de valider un fonds éthique sur les mêmes repères qu'un fonds traditionnel. C'est de le valider sur le rendement et le risque. Et s'il est dans le cadran nord-ouest, pourquoi ne pas l'utiliser, même pour un client standard? Oui, tout à fait, parce que chez nous, on utilise principalement des comptes autogérés. Les comptes autogérés, pour ceux qui nous écoutent, en fait, c'est que ça nous permet d'avoir, on va dire, un seul portefeuille, mettons un compte REER, par exemple, pour nommer celui-là. Mais on pourrait avoir des fonds de NEI, on pourrait avoir des fonds d'une autre compagnie et d'une autre compagnie aussi. Fait qu'on n'est pas obligé d'avoir un portefeuille à 100% vert, si je peux dire ça comme ça, ou éthique, parce qu'on utilise tous des termes différents. Ça pourrait être juste une petite partie que vous allouez dans votre portefeuille pour diversifier qu'est-ce que d'autres entreprises non plus standards, on va dire, non pas, mais chaque entreprise a ses forces. Ça, il ne faut pas oublier ça. Là. Et ça va améliorer la diversification globale du portefeuille. Exactement. Et de là, il va réduire le risque global également du portefeuille. Dernier conseil que je dirais aux écouteurs, donc, c'est de faire confiance à votre conseiller financier. Si vous ne le faites pas confiance, changez-le. Ouais. Vous avez Caroline devant vous, allez-y avec elle. Exactement. Si vous n'avez pas confiance, c'est la base, d'avoir la confiance avec votre conseiller financier. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un petit message. C'est quand même super facile de me retrouver sur les différentes plateformes. Vous allez avoir accès au courriel, au site web. Vous pouvez même prendre rendez-vous directement là, sur le site web avec moi. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, d'autres intérêts, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Puis, merci encore, Maud, de t'être prêtée au jeu du podcast et d'être venue enregistrer avec nous. Ça nous a fait plaisir d'aborder ce sujet-là avec toi. Le plaisir pour moi. Merci beaucoup encore, Caroline, pour cette opportunité. C'est très intéressant de partager nos connaissances avec les clients et avec les auditeurs. L'essentiel pour nous, c'est de leur donner leur juste et de leur expliquer, d'enlever, de démystifier des conceptions, des mauvaises conceptions, des misconceptions par rapport à l'investissement responsable et de dire la chose telle qu'elle. C'est que l'investissement responsable, comme un investissement traditionnel, il est là pour rester, même pour avoir plus de place. On le voit dans la part des fonds
d'investissement responsable qui ne cesse d'agrandir. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une belle opportunité, que ce soit dans les infrastructures propres, que ce soit dans les énergies renouvelables, que ce soit dans toute la partie optimisation. À la fin de la journée, il ne faut pas oublier que ce monde s'agrandit de jour en jour en termes de population, donc il y aura toujours un stress sur les ressources. Et si on n'attaque pas tout de suite ces problématiques de ressources, d'optimisation de ressources, on aura des difficultés dans l'avenir. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'allouer une partie de notre actif à l'investissement responsable et d'aller rechercher les bons gestionnaires et les bons conseillers pour le faire. Exact. C'est une façon personnelle de s'impliquer sans trop d'implication, finalement. Bien sûr, bien sûr. Merci. Donc, manquez pas le prochain épisode. Moi, je sais déjà c'est quoi, mais vous verrez le post, ça sera quoi. Fait que cet épisode-là va sortir en janvier. Nous, on enregistre en décembre là, aujourd'hui. Fait que ça se peut que s'il y a des divergences dans ce qu'on a dit, ça peut toujours arriver. Donc, décembre 2024, sortie janvier 2025. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!